Nous allons maintenant retrouver Madame Éliane Melon, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, qui va traiter la place du proche dans le rétablissement du patient, dans le cadre de notre grand chapitre du rétablissement comme nouveau cap vers le rétablissement, justement, le nouveau cap pour les personnels soignants et pour les proches. Eh bien, Madame Éliane Melon, pardon, est une des deux vice-présidentes de notre association et à ce titre, elle s'occupe particulièrement de l'organisation, comme beaucoup d'entre vous le savent, l'organisation des conférences. Et comme l'a dit notre président Dominique Guillot ce matin, elle a été la chef de projet pour l'organisation de cette journée mondiale des troubles bipolaires. Madame Melon, c'est à vous. merci Béna. Eh bien, je suis contente qu'on ait donné beaucoup de place aux patients depuis le début de cette journée. Et maintenant, on va parler de la place du proche dans le rétablissement du patient. Diapositive, s'il vous plaît. Antoine, voilà. Bon, qui est le proche? La plupart du temps, c'est la famille. En fait, lorsqu'il y a un trouble bipolaire chez quelqu'un, la famille est toujours impactée de près ou de loin et souvent de très près. La plupart du temps, il s'agit du père et de la mère, comme nous l'avons vu dans notre enquête. Il y avait 54 parents, père ou mère, sur 79 proches qui ont répondu à notre enquête. Plus rarement, c'est le conjoint, dans 9 cas. Et autrement, c'est d'autres personnes, frères, sœurs, etc. Le rôle, évidemment, du proche sera différent selon les liens de parenté. Il faut savoir quand même les patients sont souvent très isolés. Et dans des groupes de parole, on m'a demandé, mais je n'ai personne qui peut être mon proche. En fait, on peut tout à fait avoir un proche à l'extérieur. Le proche, c'est celui qui s'intéresse. Le proche, c'est celui qui aime le patient. Diapositive, s'il vous plaît. La place du proche par rapport aux soignants. Alors, le professeur Lorca n'en a pas parlé, ou j'ai pas remarqué. La place du proche par rapport aux soignants, elle est difficile et elle est très variable selon l'époque. Ça a heureusement un peu changé. Selon le lieu géographique où l'on habite, non seulement il y a des déserts médicaux, mais il y a des déserts psychiatriques à peu près parallèles et parfois encore plus importants. Selon le type d'hospitalisation qui va, dans le cadre dans lequel va se déclarer la maladie, selon quand le patient va se retrouver à l'hôpital, dans un centre médico-psychiatrique ou en clinique. Puis aussi selon la façon dont il va être hospitalisé, sous contrainte, que ce soit d'office ou à la demande d'un tiers. Enfin, il faut savoir qu'il y a des hospitalisations en milieu parfaitement inadapté. Il y a un certain nombre de patients qui se retrouvent à la suite d'un épisode délirant maniaque en milieu carcéral, ou pire, paraît-il, à l'infirmerie de la préfecture de la police de Paris. Puis tout ça, ça va dépendre aussi de l'état du patient. Il faut savoir que la plupart du temps, et surtout autrefois, en tout cas quand moi j'étais plus jeune, le proche était systématiquement écarté et il n'avait aucune information sous prétexte de temps en temps qu'il s'agissait de secret médical et que le patient était majeur. Mais je dois dire, diapositive suivante, que la place du proche par rapport aux soignants a changé. Le proche tend maintenant à être de mieux en mieux informé par le psychiatre, quand même tout le temps sous réserve de l'accord du patient, et ça paraît tout à fait normal, en présence du patient ou non, ça dépend de son accord. Et souvent, en cas d'hospitalisation, maintenant, les proches sont reçus au moins par le psychiatre, si ce n'est par le reste de l'équipe soignante. En fait, il y a des endroits aussi qui sont tout à fait bien outillés pour accueillir les proches, parce que ces équipes considèrent que le proche est un allié du moins il devrait l'être, et
c'est les centres experts notamment, et maintenant il y en a beaucoup ailleurs, nous proposent des modules d'éducation thérapeutique pour le proche, où le proche va apprendre ce qu'est la maladie, à la comprendre savoir, et à se comporter avec son patient. Le proche doit être un allié dans l'équipe de soins. Alors, il y a encore mieux, c'est l'hospitalisation à domicile avec une équipe complète qui existe. Il y en a notamment dans le 94. Cette équipe qui va décider d'une hospitalisation d'un patient à domicile, même en phase aiguë, par exemple en phase maniaque, et il viendra les voir régulièrement, un psychiatre, un psychologue, une assistante sociale dans la famille, donc dans le lieu de vie du patient, et il verra en même temps proche et patient, patient tout seul, mais les deux. Si bien que c'est toute la famille qui va participer aux soins du patient, avec les psychiatres et les personnes habilitées à le faire. En fait, il existe aussi, pour compléter, et les patients, des équipes mobiles de soins et de pairs aidants. Alors, la place du proche par rapport au patient, bien, elle va être différente selon l'évolution, selon le parcours du patient. Avant le diagnostic, en fait, qui peut prendre, comme vous l'avez vu, plusieurs années, le ressenti du proche, le proche va ressentir que quelque chose ne va pas. Il va bien comprendre que dans l'attitude de son patient, dans ses périodes de dépression ou bien dans ses périodes d'excitation, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va essayer d'amener, s'il en est conscient, il va essayer d'amener son patient à voir un psychiatre, mais il y arrivera rarement. Il est inquiet, il ne comprend pas, et il comprend par contre parfaitement que son patient est malade, ressent un mal-être, est mal, mais ça n'ira pas plus loin. Et c'est souvent lors de phases aiguës comme la dépression, des tentatives de suicide ou un virage maniaque qui vont entraîner une hospitalisation sous contrainte d'un tiers, ce tiers étant le plus souvent le père ou la mère, ce qui est un véritable drame pour le proche. Parallèlement à tout ça, le proche a une multitude de problèmes matériels à gérer à côté de sa propre peur. Il ne comprend pas ce qui se passe, il ne reconnaît pas la personne qu'il croyait connaître et il a un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, quand le diagnostic est établi, il peut y avoir plusieurs réactions. Pour certains proches, enfin, on a une explication. Il y a une maladie, donc on a une explication, donc on comprend quelle était l'attitude du patient, pourquoi il était comme ça. Il a une maladie, donc qui dit maladie, traitement médicamenteux et espoir. Ça peut être une façon de prendre les choses. Mais il y en a d'autres qui sont, hélas, largement plus fréquentes, c'est l'incompréhension. Un refus du diagnostic. Non, il ne peut pas être atteint, mon fils, ma fille ne peut pas être atteint d'une maladie mentale, c'est pas possible. Et lui-même va stigmatiser à la fois le patient et va se sentir aussi stigmatisé. Cela va aboutir fatalement au déni du diagnostic par le proche. Ça peut durer peu de temps, ça peut durer très longtemps et parfois c'est définitif et il peut rejeter complètement le patient. D'autres, au contraire, vont vivre une espèce de période d'information. Le proche va se documenter, il se renseigne sur la maladie, il peut aller dans une association, il peut assister à des conférences, mais toujours dans cette période-là, très proche du diagnostic, il ne sait pas comment parler à son patient et il va se focaliser
Si celui-ci a un traitement médicamenteux, il va se focaliser sur la seule chose qu'il peut maîtriser, enfin qu'il peut croire maîtriser, c'est prendre ton traitement. La durée du déni dépend de chacun et surtout quand même de l'évolution du patient. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, les conséquences psychologiques du diagnostic, je reviens dessus, le proche a un sentiment de catastrophe, il est désemparé. Si par hasard, comme c'est souvent le cas, il a la conscience d'avoir transmis des gènes, il peut se sentir responsable, coupable. Et puis, ça fait toujours, l'annonce de cette maladie fait toujours beaucoup de dégâts dans les relations familiales, que ce soit avec les générations supérieures ou les générations du dessus. Puis, il y a les conséquences pratiques, les dépenses excessives, des fois tout à fait déplorables et gênantes, la perte de revenus ou d'emploi du patient, et puis le proche va devoir trouver sa place d'aidant, et puis il va devoir s'organiser. Et lui aussi n'osera pas parler de la maladie de son patient. Il aura un sentiment d'isolement quand lui-même ne se sentira pas aussi stigmatisé. Diapositive, s'il vous plaît. Enfin, va arriver, et ça, on ne sait jamais quand ça vient, la phase d'acceptation du diagnostic. Alors, cela va prendre du temps et demande de l'implication pour le proche, et souvent une aide psychologique. Il faut qu'il parvienne à dire « oui, mon patient est atteint d'une maladie mentale, mais il se soigne », ça, c'est comme ça qu'il peut se consoler. Puis ensuite, il va falloir bien intégrer, comme le patient devra le faire, tout ce que ça implique, cette maladie, qui est loin d'être simple. Et l'intégration, du diagnostic, ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut beaucoup s'informer pour intégrer totalement ce que ça représente. Mais à cette période-là, le proche va apprendre à parler avec son patient. Et le danger, c'est d'en faire trop, d'étouffer le patient sous ses propres angoisses. Quand il sent que son patient va peut-être monter, le seul fait de manifester son angoisse peut faire monter son patient encore plus vite. Il va avoir tendance aussi à restreindre sa liberté du patient. Et comme les psychiatres, il va, lui, vouloir être tranquille, ne plus être dans l'angoisse, et ne va pas se préoccuper de ce que veut son patient, alors qu'il devrait. Voilà. Et enfin, il ne faut pas tout mélanger. Il faut savoir que, certes, le patient a un trouble bipolaire, mais il a toujours sa personnalité. Mais distinguer ce qui revient à la pathologie et ce qui revient à la personnalité, c'est difficile, mais ça s'apprend. Diapositive. Qu'en est-il du pouvoir d'agir dont nous avons parlé tout à l'heure? Alors, le pouvoir d'agir, bien justement, le proche ne l'a pas. Le proche, il ne peut rien faire. Et même, il ne faut surtout pas qu'il en fasse trop, je vous l'ai déjà dit. Le proche doit s'effacer, mais sans disparaître. Il doit suivre le parcours du patient, parce qu'il ne peut pas agir à la place du patient. Il ne peut pas dire ce que veut le patient à sa place. Il doit être à l'écoute, il doit l'encourager, noter les progrès même minimes, parce qu'on a toujours besoin d'encouragement. Bon, ça, c'est une idée à moi, mais je pense que c'est un petit peu obligatoire quand on vit avec une personne atteinte de troubles bipolaires qui doit avoir des règles d'hygiène de vie très strictes, qui sont valables pour lui. Eh bien, on est obligé de se conformer à ces règles d'hygiène de vie. Et pourquoi leur dire qu'il faut se coucher plus tôt et faire attention si on n'est pas capable de le faire soi-même? Alors, ne pas avoir de pouvoir d'agir, c'est très frustrant, parfois désespérant, surtout si le patient fait des rechutes. Mais il faut savoir que le pouvoir d'agir, on peut le retrouver, si ce n'est pour son propre patient, on peut le retrouver
pour les patients des autres, dans les associations notamment. Et c'est ce que j'ai fait moi. Le proche, la plupart du temps, il est très impacté par tout ça. Il doit se préserver. Ça, tous les patients nous le disent, préservez-vous. Et pour ça, il faut se faire aider. Et vous avez vu dans le questionnaire dans notre enquête, la moitié des proches suivaient une psychothérapie. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, quand le patient est rétabli ou se sent rétabli, mais il faut, on l'a vu aussi, ça, dans notre enquête, la notion de rétablissement n'est pas la même pour le patient ou pour le proche. Et le proche, eh bien, il doit accepter et respecter l'objectif du patient. Le proche lui-même doit également se rétablir de tout ce parcours long, difficile. En fait, il peut se dire réplati quand il n'a plus peur pour son patient, quand il a confiance, quand il peut parler avec lui sans choisir ses mots, et quand il ose parler de son patient et de la maladie dont il souffre. Oui, il touche une pension. Non, il ne peut pas travailler. Quand on réussit à dire ça, c'est déjà qu'on a fait un bon chemin. Oser dire la maladie mentale du patient, c'est libérateur. Et la plupart du temps, cela déclenche un dialogue. Moi aussi, ma mère, mon conjoint, etc. Il faut oser dire la maladie mentale de nos patients. Cela participe à la déstigmatisation. S'il vous plaît, diapo. Alors, je vais vous citer des remarques que m'ont fait à la fois un patient et un proche. Quels que soient les efforts du proche, ou du patient, le proche n'aura pas vécu dans sa chair notre souffrance, notre mal-être. Le patient aura toujours le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et j'ai retenu cette deuxième phrase parce que un proche, un de mes amis proches, père d'une jeune femme patiente, m'a dit, lui aussi, il a utilisé les mêmes termes, je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Diapo. Alors, qu'est-ce que demandent les patients aux proches? Il est temps de leur demander leur avis. Tout, je vous l'ai déjà dit, tous recommandent aux proches de se préserver. Ils ajoutent aussi, vous pouvez nous dire, je vous aime, ça, on peut l'entendre, quel que soit notre état. Et à la question des proches, qu'est-ce qu'on peut faire? Le patient répond, être là. Merci. Ton micro, Bernard. Est-ce que ça marche là? Oui, Ah, quelle erreur dramatique. Merci, Madame la vice-présidente. Beaucoup, je disais, de commentaires très positifs et de remerciements pendant cette intervention. Pas énormément, vraiment des questions, juste peut-être un ou deux commentaires que je vais citer quand je vais y arriver. Pardonnez-moi. Voilà, une mère qui dit à son fils, je vous le dis de mémoire, mais qu'est-ce que j'ai raté? Terrible interrogation d'un proche. Oui, si je puis me permettre, on a tous l'impression d'avoir raté quelque chose, hein, mais c'est fait, c'est fait. Voilà. Je voudrais aussi... il y a eu un petit problème technique. Pardonnez-moi. Un autre commentaire. Moi, ma proche m'a dit il y a longtemps, si tu ne te soignes pas, je te quitte. Un peu brutal, mais rudement efficace. Ça a été un de mes déclics et la voie vers ma stabilisation. Oui.
Effectivement, ce ne sont pas vraiment des questions, mais je comprends l'histoire de chacun est particulière et les réactions, comme on l'a vu aussi à travers les témoignages des patients, il y en a qui veulent absolument pas que leurs proches soient près d'eux, qui s'isolent volontairement. Il y a d'autres patients qui disent mes proches m'ont laissé tomber, je ne les ai plus jamais revus. Et puis on apprend qu'il y en a d'autres qui se sont retrouvés longtemps après. Je sais que c'est aussi très difficile. Bon, pour les parents, c'est difficile, mais pour les frères et sœurs, comme dans toutes les familles où une personne a une pathologie sévère, c'est très difficile pour les frères et sœurs qui n'ont pas tous les éléments pour comprendre, surtout quand ils sont jeunes. Je pense qu'il faut vraiment que la psychiatrie, que ceux qui s'occupent de cette pathologie s'occupent aussi des proches. Parce que je pense que plus les proches seront bien informés, bien pris en charge, d'abord, je ne sais plus quel était l'intervenant qui le disait, si tout le monde est bien informé de cette pathologie, ben déjà, on reconnaîtra les signes plus tôt. Et si on connaîtra les signes plus tôt, les diagnostics se feront plus vite, les patients seront soignés plus rapidement et ils seront forcément moins graves. Parce qu'on sait que moins il y a de rechutes, moins ça dure, plus on a de chances de se rétablir rapidement et complètement. Donc, tout ça fait partie de l'éducation, l'éducation de la population, l'éducation des proches, l'éducation des psychiatres. Absolument. En dernier commentaire que j'ai retrouvé justement et que je voulais tout à fait vous lire peut-être en conclusion de cette intervention, et qui nous vient de quelqu'un qui réagit, le rôle des proches est essentiel dans la reconstruction du patient. Sa bienveillance, sa douceur, qui sont bien souvent oubliées, font des miracles. À l'inverse, autorité, incompréhension et manque d'information amènent à des situations de crise. C'est exactement ce que vous avez dit. L'éducation thérapeutique vaut autant pour les patients que pour les proches pour travailler en équipe. Tout à fait. Sur ce, je crois que c'est une belle conclusion. Je vous remercie